Bonjour Monsieur Gonzague. Bonjour. Vous avez été invité à faire plusieurs interventions au congrès REA 2024 de la Société savante de réanimation de langue française. Et ben, merci beaucoup de vous prêter à cette interview avec quelques questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et puis surtout nous raconter votre histoire? Oui, je vous remercie déjà de m'avoir invité. Mon histoire est fort simple. J'ai été victime en novembre 2021 d'une fibrose pulmonaire, sans signe avant-coureur en fait. J'étais quelqu'un d'actif, voire très actif. Et puis du jour au lendemain, j'ai perdu 18% en matière de saturation et je me suis retrouvé à 82% de capacité de saturation, ce qui m'a valu d'être hospitalisé en urgence. Et très vite, nous nous sommes rendus compte que j'étais victime d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Pourquoi idiopathique? Parce qu'on n'a jamais trouvé la cause de cette fibrose pulmonaire. La fibrose pulmonaire touche une personne sur 7000 dans le monde. Et très vite, vous vous rendez compte, quand vous regardez un peu sur Internet, comme on le fait tous, mais ce sont des chiffres officiels, qu'une personne sur 7000 dans le monde est atteinte et que 50% des fibroses pulmonaires ne sont jamais identifiées, on ne connaît jamais les causes réelles de la fibrose pulmonaire. Second point, et ça c'est beaucoup plus inquiétant et beaucoup plus stressant quand cela vous arrive, vous vous rendez compte très vite, moi j'étais à un stade très élevé, très important, qu'il n'y a aucun médicament au monde qui permet de guérir de la fibrose pulmonaire, si ce n'est la solution de la greffe, ce qui n'était pas une masse à faire compte tenu de l'âge que j'avais. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire le livre que vous êtes entre autres venu présenter? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, les éléments que vous aviez envie de porter à la connaissance du public? Alors la première des choses, c'est que mon livre m'a servi d'exutoire dans cette affaire. Exutoire parce que c'est un tsunami qui arrive dans la famille et il fallait que je trouve un moyen de m'exprimer. Ce en quoi je l'ai fait à deux titres. Le premier titre, c'est que je voulais vraiment partager une expérience qui n'était pas commune. Et la seconde également, c'était pour remercier l'ensemble du personnel hospitalier dans cette affaire, et en particulier les professeurs qui m'avaient opéré, parce que pour l'anecdote qui est un des gros éléments du livre, quand je suis arrivé à l'hôpital Bichat durant 5 jours, à l'issue des 5 jours, le professeur Messica et son équipe, pour des raisons tout à fait respectables, a refusé de me greffer. C'était ce que j'appelle le jeudi noir dans mon livre. Et grâce à la compétence du professeur Messica, à ses capacités d'écoute et son humanisme, il a pu me mettre en relation avec le professeur Antoine Roux de l'hôpital Foch, qui lui a accepté de me greffer. Donc c'était des choses, me semblait-il, très importantes. Et j'en suis d'autant plus fier que le livre qui s'appelle Chambre 13, Ma liberté de respirer, la préface du livre a été co-signée à la fois par le professeur Messica et par le professeur Antoine Roux. Comment vous êtes-vous retrouvé à venir vous exprimer devant la Société savante de réanimation et quels sont les messages que vous aviez envie de faire passer? Alors, c'est par l'intermédiaire de l'hôpital Foch qui, voyant arriver votre congrès Réanimation 2024, s'est dit tiens, il est intéressant qu'une personne comme M. Gonzague, qui a maintenant plus de 70 ans, s'exprime sur le sujet devant des médecins réanimateurs pour expliquer surtout à l'ensemble de la population de médecins, de réanimateurs, de professeurs, expliquer ce qui se passe dans la tête d'une personne qui est en attente d'une greffe. Parce que malheureusement en France aujourd'hui, il y a 21 866 personnes qui attendent une greffe, dont plus de 11 000 en situation de recherche active. Et l'un des messages consistait à leur faire passer l'idée que c'est très stressant quand vous savez que vous êtes enfin sur la liste ABM, quand vous êtes enfin sur la liste qui tamponne le fait que vous cherchez un organe, c'est très stressant d'attendre dans la durée. Moi, j'ai eu une chance inouïe parce que mon cas était très très grave. Je n'ai attendu que 9 jours pour obtenir un poumon, puisque j'ai été greffé uniquement monopulmonaire à mon âge. Mais c'était déjà un message fort que je voulais faire passer à l'ensemble des médecins réanimateurs qui étaient présents, qui m'ont aussi expliqué, et j'ai appris beaucoup, la difficulté qu'il y avait à intégrer dans notre culture française le fait de donner plus que ce qu'il faudrait donner à l'heure qu'il est, quoi. Parce qu'on a réellement encore un grand manque dans notre pays. Dernière question. Vous décrivez
la sensation d'essoufflement, de dyspnée avec laquelle vous avez vécu pendant plusieurs mois. C'est un sujet qui est important pour les réanimateurs. Il y a une conférence de consensus qui est sortie cette année portant sur le diagnostic et la prise en charge de l'essoufflement chez nos patients. Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous raconter ce que vous avez vécu et également potentiellement nous expliquer quelles étaient les méthodes pour vous pour essayer de soulager cette dyspnée? La meilleure façon de vous répondre, c'est de vous indiquer le sous-titre de mon livre, Ma liberté de respirer. Chambre 13, Ma liberté de respirer. Parce qu'on ne s'imagine pas à quel point on a cette chance inouïe de pouvoir respirer. C'est un don du ciel, c'est un don de Dieu. Et sans capacité respiratoire, on ne vit plus. Oh, c'est aussi simple que ça, on ne vit plus. Et je me suis rendu compte à quel point le poumon était l'organe vital du corps humain. Plus vital que le cœur, puisque sans l'oxygénation du sang qui est effectuée grâce au poumon, la vie n'est plus là. Donc ça, c'est la première chose que j'ai pu constater. Et ensuite, c'est hyper angoissant, croyez-moi bien, de vivre avec 2 lunettes dans les narines et avec 3, 4, voire 5 litres d'oxygène en permanence, voire 10 à 12 quand il s'agit de monter un escalier. Hyper angoissant, je disais, hyper stressant et psychologiquement très affaiblissant. Très affaiblissant parce qu'on se voit dépérir très rapidement jusqu'au moment où, effectivement, j'ai pu, comme une course de haie, passer tous les examens possibles et imaginables à l'hôpital Bichat, à l'hôpital Foch ensuite, être estampillé sur la liste ABM, être opéré et me réveiller le 13 juin à 9 h en 2002, au matin, j'avais retrouvé ma liberté de respirer. Merci beaucoup en tout cas de vous être prêté à cet exercice. Je vous en prie, merci beaucoup.